toutes et à tous, n'hésitez pas à faire des petits pouces, des petits cœurs, à partager cette vidéo parce qu'aujourd'hui, j'ai une invitée exceptionnelle, une femme qui consacre son énergie, sa création, sa créativité à écrire des livres, à rapporter en fait les histoires. Elle ramène des histoires du passé pour que nous, en fait, en tant que femmes et en tant qu'hommes, évidemment, nous puissions en fait nous réapproprier et savoir d'où nous venons pour pouvoir en fait nous élancer dans notre vie. Adelise Lapier, tu as donc écrit un livre. Voilà, je vais te laisser te présenter et puis nous raconter un petit peu tout ça. Je suis honorée. Alors, j'ai écrit un roman initiatique, mais qui est aussi sous la forme du polar. En fait, comment te dire? J'ai mené des recherches très importantes sur cette époque où le féminin était divin, où a priori les sociétés étaient organisées autour du matriarcat et en tout cas d'un équilibre des rapports masculins-féminins. Et d'ailleurs, c'est une époque où l'humain vivait en harmonie avec sa planète et le vivant. Et en menant toutes ces recherches, j'ai découvert donc toute cette époque où Dieu était une femme. Alors évidemment, c'est une façon un peu accrocheuse de résumer la chose, parce que Dieu enfin, voilà, le concept de Dieu ne peut pas être ni homme ni femme en réalité. Mais cette époque où Dieu était une femme, et ça m'a paru énorme parce que personne ou presque n'en parle. Même dans les livres d'histoire officiels, en général, on a droit à un petit préambule d'un ou deux paragraphes pour introduire ensuite les religions masculines. Et ça m'a paru important de dire la vérité et de rétablir une vérité. Et je ne voulais pas à cette époque-là, parce qu'en parallèle, évidemment, tu te doutes bien que moi, j'ai vécu cette réappropriation du féminin divin, du féminin sacré, en tant que moi, individu, en tant que femme. Et ça a été un parcours magnifique, mais un vrai parcours initiatique. Avec, voilà, des fois, je suis tombée à terre et je me suis relevée plusieurs fois. Et je ne voulais pas aboutir à un livre historique. Je ne voulais pas parler au cerveau, je voulais parler aux cellules. Et je voulais que ce soit des vérités que les personnes intègrent dans leur corps. Parce que c'est une des choses que j'ai apprises quand j'ai participé à des stages ou à des cercles de femmes autour du féminin divin, en fait. On ne peut pas intégrer de nouvelles informations tant qu'on ne les a pas faites vivre dans le corps. Et c'était vraiment mon intention avec ce roman. Transmettre toutes ces infos historiques, très mentales, et puis aussi faire vivre une initiation. Et aussi faire vivre d'une certaine façon tout ce que moi j'avais exploré et traversé dans cette réappropriation. C'est ça que je trouve fabuleux avec toi, c'est que ce que je perçois vraiment dans ce livre que tu as écrit, c'est qu'en fait, il est vraiment guérisseur, parce qu'en fait, guérisseur, c'est-à-dire qu'on met de la lumière sur des espaces qui n'étaient pas éclairés. Et je pense que la plupart des femmes vivent dans cette inconscience totale de qui nous sommes vraiment, d'où nous venons. Voilà, je lisais tout à l'heure donc sur ta page pro Facebook ou non sur ton blog que on a vécu quand même pendant 10 000 ans sous cette forme justement où le féminin était à l'honneur, cette énergie donc la femme était à l'honneur. 10 000 ans, mais en fait, finalement c'est rien le patriarcat par rapport au reste, non. quoi. Non, c'est rien. Et encore, 10 000 ans, c'est la version officielle. En réalité, c'est bien plus ancien que ça. Moi, je parle souvent de 20 à 30 000 ans. Waouh! Et quand on pense que Jésus est né il y a seulement 2000 ans, tu vois, ça C'est fait un ça. rapport au temps. Voilà. Mais c'est ça que j'aimerais en fait que tu réactives en fait avec nous là aujourd'hui, c'est cette puissance de la vulve originelle. Mm. Quand on la sort, moi c'est comme ça que je parle de la vulve, hein, la puissance qu'on a dans la vulve. On en parlait dans Bobo, enfin tu en parleras peut-être tout à l'heure, de Mhm. certaines déesses, de certains archétypes, de certaines histoires. Mais quand les femmes se réapproprient en fait cette histoire de la vulve originelle, la puissance que nous avons dans nos sexes de femmes jouisseurs, qui ont même un rire orgasmique qui peut sortir de là, qui peut jaillir comme Ouais. une source. Mais mon Dieu, que c'est bon, je sors là tout juste d'une séance avec une cliente.
mais c'est la pauvre, son vagin, sa vulve est emmurée par des tonnes de honte, des empêchements de jouir, par des empêchements. Et moi, je suis triste. Je suis triste. C'est pour ça que je suis autant animée. Et je pense que c'est pour ça aussi que toi, tu es énormément animée aussi comme moi. C'est de, on en a marre de cette lourdeur triste, de ces vulves qui pleurent, le fait d'avoir été abandonné, le fait d'avoir été oublié. Et toi, Adeline, tu permets tout simplement, par cette histoire, par ce bouquin, par toutes ces histoires que tu ramènes au bout du jour, et ben de dire, mais en fait, on vient de là. Eh oh, wake up! On vient de là. On a commencé par là, en plus. Oui. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Écoute, moi j'ai bon espoir parce qu'on est vraiment dans un formidable élan. Là, tout ce qu'on vit ces dernières années, c'est extraordinaire. Il y a encore 10 ans, je n'aurais même pas rêvé qu'on vive ça aujourd'hui. Moi, j'adore ces petites jeunes, les nouvelles générations qui portent ça, m'émeut profondément. Et effectivement, ce rapport avec la vulve, alors j'ai un peu du mal à faire comprendre l'importance qu'il y a à se reconnecter à cette puissance du bas-ventre. Parce que bien souvent, et c'est ce qu'on nous enseigne dans notre société, les gens ont l'impression qu'il s'agit juste d'une, et encore, c'est horrible de penser ça, mais il s'agit juste d'une histoire de plaisir sexuel. Et en fait, non, il s'agit d'exister et d'être dans une plénitude de soi. Et Dans de... une respiration. Juste savoir respirer par sa vulve, ne serait-ce que ça. Enfin, tu imagines comment ça, ma vulve peut respirer, mon vagin peut respirer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit même pas là de faire des enfants, ni de jouir, ni d'avoir un orgasme. Il s'agit juste de vivre, de respirer, de laisser cet espace, voilà, s'animer. Et moi, je suis vraiment friande que tu puisses partager avec les 14 personnes qui sont avec nous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Moi, j'aimerais que tu nous racontes, moi, je la connais, l'histoire de Bobo, mais de cette déesse, parce que c'est vraiment, elle est tellement parlante, cette histoire de la déesse Bobo. Voilà, Alors, je la fais une déesse requête. Bobo, la déesse Baobo, on connaît assez peu son histoire. Je vais repartir à la déesse peut-être Amaterasu ou Oui, Sheila Nagig. On en avait parlé parce on avait démarré avec la déesse japonaise Amaterasu, oui, qui est en fait la déesse du soleil dans le Shinto. Et quand on regarde son histoire, en fait, elle est née avec un frère et leur père androgyne, hein, leur père-mère, leur a attribué donc à elle le monde des cieux, le monde céleste, et donc la lumière, et à lui, au frère, le monde terrestre et la gouvernance des humains en fait. Et ce frère n'a eu de cesse constamment de la harceler, de l'humilier, de vouloir nier sa puissance et d'être profondément jaloux. Et tu vois, en fait, c'est une façon très symbolique de raconter ce que l'humain a vécu pendant l'instauration des patriarcats. bien sûr. Et donc, cette déesse Amaterasu finit parce qu'il finit par la briser. Et je signale quand même que dans l'histoire aussi, il est bien montré que Amaterasu a une faiblesse. Et la faiblesse du féminin, elle est trop conciliante avec lui. Jamais elle ne se dresse en disant ça suffit maintenant. Et ça, c'est aussi l'histoire du féminin. Conciliante. Trop conciliant, trop compatissant, et du coup, elle finit par s'oublier. Et elle s'oublie tellement qu'elle ne trouve comme solution qu'une chose, c'est de disparaître au fond d'une caverne dans l'obscurité. Voilà, elle s'emmure vivante. Wow. Et évidemment, comme elle est la déesse du soleil, sur Terre et dans tout le cosmos, la vie s'éteint, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie. Les animaux se meurent, les plantes se meurent. Et donc, ça pose un petit problème, voilà, ça pose un petit problème aux dieux qui essayent de trouver une solution. Et on a la même histoire chez les Celtes, on retrouve des histoires très très similaires un peu partout. Hein. Et donc, tous ces dieux organisent une énorme fête devant la porte de la caverne dans laquelle elle s'est enfermée. Et notamment, il y a une déesse dont je ne saurais pas te redire le nom parce que c'est un nom japonais qui est l'équivalent en énergie de Baobo, dont tu parlais tout à l'heure, ou de la Sheila Nagig chez les Celtes.
qui, elle, entreprend une danse endiablée au cours de laquelle elle soulève ses jupes en dansant Wow. et en riant, et elle montre sa vulve. Et comme Amaterasu est une femme curieuse, elle jette un œil quand même, elle se dit c'est quoi tout ce bazar? Et elle finit par éclater de rire aussi, par désirer, elle revient dans le désir de vivre Le rire. et de rire. Waouh. Tu vois, cette fameux rire dans la vulve, c'est Voilà. génial. Et tout est symbolique, mais en même temps, tout est dit. Et c'est comme ça qu'elle accepte de renaître à la vie. Et, et voilà, et l'énergie de Sheila Nagik, par exemple, c'est la même. On la retrouve sur les frontons des manoirs anglais, irlandais et en Bretagne aussi, dans certaines églises. Elle saisit, elle est toute maigre, hein, c'est pas du tout une déesse nourricière ou fécondante. Elle a les seins qui descendent, qui tombent, elle est toute maigre, elle n'a pas de cheveux, elle a une grande bouche et souvent elle tire la langue, comme Kali ou Baobo, et elle écarte à pleine main sa vulve. Et c'est réellement le symbolisme, encore une fois, de cette puissance de la vulve des origines. Moi, ça me touche à chaque fois, ça me fait des frissons. Quand tu me racontes ces histoires, à chaque fois, ça me fait des frissons partout dans le corps. Comme si, en fait, ben, ces mythes, ces mythologies, en fait, on porte tout ça dans nos cellules et ça a besoin vraiment de. On a besoin, je crois, nous les femmes actuellement, de pouvoir nous saisir de à quoi ressembleraient nos vies de femmes dans cette puissance de la vulve originelle, actualisée profondément en nous. À quoi ressembleraient nos créations, à quoi ressemblerait notre jouissance, à quoi ressembleraient nos liens aux hommes, nos liens, nos enfants. Parce que finalement, une femme qui est jouisseuse et qui rit dans son sexe, mais c'est une femme libre. Ouais. Ça fait peur, hein? C'est une femme libre et pleine de potentiel. Ouais. Ouais. Ça fascine aussi, tu sais. Je crois que les hommes la catégorisent comme la salope, Mhm. cette femme-là. Et puis les femmes la jalousent parce qu'elle s'autorise. Oui, parce que ça vient réveiller quelque chose qui est profondément ancré en nous. Je suis intimement persuadée que toute cette portion d'histoire, toute cette part d'histoire dont on parlait tout à l'heure, d'il y a 20 ou 30 000 ans, on s'en souvient. Les hommes s'en souviennent, nous, on s'en souvient. Et elle est là et elle attend de pouvoir rentrer à la maison, cette femme complète. Et, et effectivement, la jalousie, c'est un moyen de défense comme un autre. C'est un rejet de ce potentiel qui vient en miroir, en fait. Et moi, dans mes recherches, en fait, ça m'a fait profondément de la peine de découvrir tous les moyens que le patriarcat a pu utiliser pour éteindre la flamme, la puissance des femmes. Tu vois, là, pendant le confinement, j'ai travaillé et j'ai vu qu'a été publié. En fait, je suis depuis un petit moment les travaux d'une paléontologue qui travaille en Chine et qui étudie les squelettes de générations, en fait, sur des milliers d'années d'une communauté chinoise. Ce qui fait qu'elle peut, en fait, étudier les évolutions, analyser les os et les ADN sur plusieurs générations. Et en Wow. fait, elle a grosso modo 5000 ans de descendants et ascendants. Et elle a réussi à démontrer que à l'époque de la sédentarisation, c'est-à-dire de l'invention de l'agriculture, mais aussi l'invention des villages, en fait, quand on a arrêté d'être des chasseurs-cueilleurs, l'époque des chasseurs-cueilleurs, en fait, grosso modo, dans notre symbolique, dans notre mémoire inconsciente, c'est l'Éden, c'est le jardin perdu. Et donc à l'époque de cette sédentarisation, elle a vu que quelque chose s'était produit au niveau des femmes et aussi des petites filles. Ça, elle l'a publié pendant qu'on était en confinement. C'est-à-dire qu'auparavant, et à l'époque des chasseurs-cueilleurs, les hommes et les femmes avaient une toute petite différence de taille, comme dans quasiment toutes les espèces animales, mais les femmes chasseuses-cueilleuses étaient puissantes. C'est-à-dire que tu prendrais aujourd'hui une femme de cette époque, tu la mettrais face à l'un de nos grands sportifs, elle le battrait à plat de couture. Et à l'époque de cette sédentarisation, elle s'est rendue compte que ces femmes avaient cessé de manger équilibré. C'est-à-dire qu'elles se sont toutes retrouvées et de plus en plus carencées.
moins de viande, moins d'accès à la totalité à la variété du bol alimentaire, en fait. Tu vas faire des émules avec les végétariens, là. Oui, c'est vrai. Mais ça n'était pas compensé et pourtant elles avaient accès au soja. Elles auraient pu avoir accès au soja. Et ce n'était pas compensé dans le bol alimentaire, tu vois, vraiment. On remarque que sur des générations, elles sont devenues de plus en plus délicates, fragiles et moins puissantes. Et tu vois, quand on sait combien de femmes ont des problèmes avec leur alimentation. L'ostéoporose, tous ces problèmes de femmes, quoi, vraiment. Oui, tous ces problèmes de femmes. Et puis aussi ce rapport pas forcément sain à l'alimentation, au droit de s'alimenter. La Ouais. boulimie, l'anorexie. Oui, oui, bien sûr. Il s'est produit à cette époque-là quelque chose, une interdiction au droit à manger ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Et ça, dès la prime enfance. Et les petites filles cessaient d'être allaitées plus tôt. Tout d'un coup, on a arrêté d'allaiter les petites filles aussi longtemps que les garçons. Mais pourquoi? Tu as une réponse? Ils ne savent pas? Non, j'ai pas de réponse et elles non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque, c'est à cette époque que les forces se sont inversées, que les femmes ont été confinées au foyer et que les hommes ont occupé toute la place. Financière, politique, religieuse évidemment. Et, Donc, c'est dans cette c'est dans cette sédentarisation et dans ce changement du bol alimentaire, finalement, où on ne mange plus de viande, elles sont plus obligées de chasser, être entre guillemets comme des hommes, parce qu'elles chassaient comme des hommes, j'imagine. Donc, en fait, c'est à ce moment-là où, en fait, tout a basculé. C'est ça que oui, tout a commencé à basculer. D'accord. C'était il y a combien de temps, ça, Adelise, à peu près? 5000 ans. 5000 ans? Ah ouais, quand même. Mais en fait, c'est un saut de puce dans l'humanité. Un saut de plus dans l'humanité. Et tout ça pour te dire à quel point profondément il y a eu des façons diverses et variées de nous réduire, de nous rendre de moins en moins fortes. Voilà, c'était une illustration parmi d'autres. Évidemment, on nous a interdit de pratiquer, au fil du temps, on nous a interdit par exemple d'incarner le sacré. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi, par exemple, ce sacré? Tu vois, pour moi, le sacré, c'est avoir une conscience, que la conscience divine puisse être regardée avec un espace moins égotique et un espace du cœur. Pour moi, c'est ça, le sacré. Alors, est-ce que tu peux juste dire à la communauté là, qui nous regarde, là, qu'est-ce que c'est pour toi le sacré? L'accès au sacré, c'est quoi? Pour moi, c'est une reliance autant aux énergies de la Terre, de ce qu'on a sous nos pieds, que aux énergies du cosmos. Et c'est un accès aussi à des savoirs, des connaissances, des réponses aux mystères. C'est ça pour moi la reliance au sacré. Ah, d'accord. Et la femme, parce qu'elle a un utérus entre ses jambes, elle est un canal naturel, en fait, pour faire cette jonction entre le céleste et le terrestre. J'adore. Tout comme la femme est celle qui permet de se relier à la sagesse de l'inframonde, c'est-à-dire des mondes souterrains. Et ça, c'est l'énergie des Vierges noires. Mais bon. Du coup, je ne sais plus pourquoi. Ah oui, je répondais à ta question sur le sacré. Oui. Donc, en fait, pendant toute cette période dont on parlait tout à l'heure, ces matriarcats, et à l'époque où, a priori, les forces étaient équilibrées, hein, le masculin et le féminin étaient complémentaires, et chacun dans leur pleine puissance, la femme était initiatrice. Et tu retrouves ça dans le tantra. La femme était l'initiatrice, et l'homme l'initié. Et à eux deux, ils arrivaient à l'alchimie parfaite. Et donc, quand on les a coupés du sacré, c'est ce processus-là, c'est cette jalousie du dieu japonais qui a voulu empêcher, en fait, la femme de remplir son rôle d'initiatrice. Et de lien naturel, en fait. D'où cette scission après entre ce féminin masculin, cette guerre des sexes, sexe faible, sexe fort, et cette dualité. Il y a vraiment comme une fracture en fait, et c'est ce que nous opérons en ce moment, en nous en tout cas en tant que femmes. Enfin moi, j'ai cette sensation d'apaiser, de faire vraiment la paix entre cette capacité de pouvoir recevoir. Tu parlais de ce sacré, voilà, se recevoir ce divin, et de manifester à partir de cette inspiration. Donc pour moi, vraiment, l'inspiration descend dans un creuset, dans une vulve, dans
dans un bassin, dans un vagin, un utérus qui est conscient et vivant, qui a été un peu comme nettoyé de toutes ces emprises astrales, multidimensionnelles, tu sais, du passé. Il y a plein de choses, plein de blessures qui sont un peu sur la 3D, là, dans lequel notre bassin est souvent sous emprise. C'est de savoir déjà le sortir de cette dimension, ces trois dimensions, pardon, qui sont quand même très lourdes, très contraignantes, et pour pouvoir être enfin inspiré, d'être inspiré avec le cœur qui est ouvert, de descendre l'inspiration dans ce vagin, dans ce bassin, et qu'en fait, avec la puissance du périnée, en fait, j'ai cette sensation que, en fait, il y a un nouveau souffle, avec la puissance de la terre, à ce moment-là, eh bien, on peut manifester, on peut être créatrice à ce moment-là. J'appelle ça, moi, c'est ce que je dis souvent, être une immaculée conception. C'est pas le fait de jamais avoir fait l'amour, c'est pas ça. C'est d'être créatrice à partir du divin, mais ce féminin qui a été apaisé, ce féminin qui a été rempli de conscience vivante, de conscience, eh bien, à ce moment-là, il peut créer d'une façon immaculée, ça veut dire conscient, ça veut dire avec de la lumière, créer avec de la lumière. Et je crois qu'on a toutes ces capacités-là en nous et on attend à transmettre à nos hommes à partir de cette résilience profonde que nous avons, qui est là en sommeil pour certaines et puis pour d'autres comme toi, pour moi, on est vraiment très active sur ce chemin de l'initiation, de l'éveil, de la transmission. Ouais. Et tu vois, je rebondis sur ce terme immaculé. Il faut savoir que toutes les déesses à l'enfant sont des déesses vierges. C'est-à-dire qu'avant l'histoire de Marie et de la Vierge Marie, en fait, toutes les déesses qui l'ont précédée, Isis par exemple, toutes les déesses qui portent un enfant dans leurs bras, et chez les Sumériens aussi par exemple, sont dites des déesses vierges. Et vierges, ça veut dire qu'ils n'appartiennent à aucun homme, c'est-à-dire qu'elles s'auto-fécondent. Elles sont auto-fécondantes. Il est là le vrai sens du mot vierge. Oui, mais c'est ça. Elles sont plus en prise, en fait. Leur bassin n'est plus, en fait, comme sous emprise horizontale. C'est l'image que j'ai, en fait. Quand j'ai mon bassin qui est là, j'ai cette sensation, en fait, que tant que le bassin ici, il n'a pas été un peu déminé, décontaminé de toutes les emprises duelles, de toutes les blessures de guerre, de toutes les blessures, en fait, tout ça, ça sommeille et il n'y a pas une pleine présence et une pleine conscience à l'intérieur. On ne peut pas recevoir pleinement en fait l'inspiration. L'inspiration. Et donc la création est créée à partir de la peur, à partir des peurs du passé, mais qui sont toujours dans ce bassin-là, puisqu'elles sont même sur des plans inconscients. Hein, les blessures, par exemple, de nos grands-mères, de nos grands-pères, les tranchées, les déracinements, les faillites, les famines. Tout ça, c'est de l'astral. C'est très, quand je dis astral, c'est très humain. Ça ne veut pas dire qu'il faille se déshumaniser, c'est pas ça, mais c'est mettre une conscience vivante, guérissante à l'intérieur pour que ce qui est créé à nouveau, comme tu dis, hein, elle puisse enfanter. Moi, je suis en train d'enfanter d'un business. Alors, effectivement, ce n'est pas un nouveau-né, ce n'est pas un bébé comme dans Star Wars où tout d'un coup, il y a une femme qui mettrait au monde un enfant venant directement de l'essence divine. Moi, je pense que c'est possible. Franchement, quand tu vois qu'il y a des personnes qui sont capables de faire, comment on appelle ça, tu sais, de vivre de lumière. Oui, le prana qui se trouve. Oui. Oui, soyons très honnêtes. Moi, je connais des personnes, t'en connais aussi, qui vivent de lumière, c'est-à-dire qui ne boivent plus. Enfin, il y a le prana, enfin, sec ou humide, peu importe. Mais il y a des gens qui font ça et ça fonctionne. Donc, pourquoi ne pas faire un enfant directement, voilà. Bon, moi, c'est pas mon cas, mais je peux créer par contre peut-être un business ou créer d'autres créations à partir de cette inspiration, que mon corps soit vraiment un canal pour manifester, pour livrer au monde, je ne sais pas, ce qui a besoin d'être livré en tout cas. Si ça vous parle, ce qu'on vous raconte, là, si vous avez des questions pour Adelise, n'hésitez pas. On a donc Muriel qui dit oui, c'est très intéressant. Raymond, pour moi, la vidéo passe mal, dommage. Ah, bah, pour nous ici, ça passe plutôt bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous aimeriez avoir
des petites... enfin, est-ce que vous avez des questions à poser à Adelise? N'hésitez pas, c'est le moment. De toute façon, Adelise, tu peux aussi nous parler de ce livre. Pourquoi, tiens, tu as eu dans ton livre, tu as deux protagonistes? Souvent, il n'y en a qu'une. Et toi, il y en a deux. Ouais, c'est une bonne question. Euh, En fait, tu sais, quand tu es écrivain, tu déposes des choses, mais de façon parfaitement inconsciente. Oui. Et bien souvent, ce sont mes lectrices ou mes lecteurs qui me font prendre conscience de certaines choses. Et là, tu vois, tu remarques, ta remarque est très intéressante parce que j'ai eu besoin de deux héroïnes, sachant qu'elles sont toutes les deux, d'une certaine façon, moi. Euh, Non, parce que ça fait toujours penser, tu sais, à Rémus et Romulus. Il y a toujours une histoire de jumeaux quelque part dans les... Tu sais, il y a Romus et ouais, Rémulus. Il y a toujours ces histoires d'enfants qui viennent à deux. Et d'un coup, je vois, ben, il y a deux héroïnes. Donc, je fais un peu, tu vois, parce qu'on est dans le truc, je fais le lien avec finalement ouais. le fait d'être deux, en fait, plutôt que un. Et ben écoute, moi j'ai guéri, j'ai travaillé hein, sur une histoire de jumelles disparues, donc on va dire que ça vient de là. Hein. Ah, d'accord, ok. Bah, Et, c'était juste une ouais. question comme ça, parce que je trouvais ça hyper intéressant que tu aies Oui, deux oui, oui, c'est héroïnes. évident. Et deux héroïnes, et puis une Daha'is, en fait, parce que ça s'appelle Cycle du réveil des filles de la déesse. Et le tome 1 s'appelle Daha'is l'égaré. Et Daha'is, c'est en fait un personnage qui est... à la fois, je raconte sa vie quand elle a été femme, et à la fois, je raconte ce qu'elle est devenue en tant qu'entité manifestée. Et elle me sert en fait à matérialiser la colère du féminin, la colère non exprimée. Parce qu'on sait qu'une personne blessée ne peut pas entrer en résilience tant que le mal qu'on lui a fait n'a pas été nommé, reconnu. Et c'est tout le travail que Daïs permet au féminin, de façon Mhm. symbolique, de faire. Donc au tout départ, elle est effectivement dans une grande colère, et puis au fil du livre, ça évolue. Elle est même d'ailleurs très très violente. Pour le coup, elle n'est pas du tout comme Amaterasu, elle se positionne en justicière. Hmm. Et, et voilà. Donc elles sont, au final, j'ai trois personnages féminins qui se complètent. C'est intéressant, hein, ta vision, là, finalement. Enfin, ça me fait vraiment penser, c'est l'ombre et la lumière qu'on a en nous, et puis cette capacité que nous avons aussi d'être tout, d'accepter d'être l'ombre, d'être la lumière. Ça me fait penser un peu à la Trinité, en fait, ce que tu me parles, ce que tu dis là. Et les Euh, triples déesses, l'énergie de la triple déesse, et oui, c'est ça en fait. Elle est très très importante hein, et à intégrer. Et oui, on est probablement là-dedans aussi. Ouais. wow, génial. Enfin, moi, je pourrais t'écouter pendant des heures, Adelise. Toi, tu parles d'ombre et lumière, mais une des choses que les patriarcats ont contribué à étouffer, c'est effectivement ce travail sur nos ombres. Hmm. Pas seulement pour les femmes, hein, pour tous les humains, hommes et femmes confondus. Et ça a été réellement fait par les trois religions du Père. Mhm. C'est-à-dire les trois religions, De Yahvé. oui, voilà, du livre, les trois religions écrites, les monothéismes. Ouais. Et je suis intimement convaincue que les spiritualités anciennes proposaient à ceux qui voulaient s'initier d'entrer en exploration et d'aller à la rencontre de leurs ombres pour ensuite cheminer vers la lumière et donc être en état de plein potentiel. Et ça, alors c'est un petit peu, ça existe de façon un petit peu voilée quand même, mais par exemple, il y a les Vierges Noires Hmm. qui incarnent cette force-là et qu'on trouve quand même très présente partout, un peu partout en Europe, et y compris au Maghreb, par exemple, on a quelques Vierges Noires.
Et Il y en a une à côté de chez moi, à Rocamadour. Elle est assez ah oui, impressionnante. L'énergie qu'il y a dedans dans la crypte, là. Ouf. ouais. Oui, c'est une dame de Ça Saint-Cyr. active l'utérus, hein. Ouais. Alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire avec ces Vierges noires. En fait, on n'a plus de statues d'origine. Elles ont quasiment toutes été brûlées, abîmées. Et pour la plus grande majorité d'entre elles, ce sont des reproductions, plus ou moins Ah fidèles. ouais. Et, mais en fait, en l'an 1000, donc là, on est en plein Moyen Âge, il s'est passé un truc hyper bizarre. C'est-à-dire qu'un peu partout en Europe, il y a des gens qui ont retrouvé magiquement des Vierges noires, soit cachées dans un fourré, soit sous une pierre ou au pied d'une source, Waouh. qui sont des lieux, en fait, auparavant, c'était les sanctuaires païens du féminin, les sources, les pierres, les arbres sacrés. Ouais. Et, et donc, ces statues au visage noir, un noir de nuit, on ne parle pas de petites sculptures qui auraient été ramenées pendant les croisades avec un visage moyen-oriental. Non, non, c'est vraiment, on va chercher la couleur des ténèbres. Et donc, ces vierges noires, voilà, c'est à partir de l'an 1000 qu'on a retrouvé un peu partout des vierges noires et qu'elles ont eu droit à des sanctuaires spécifiques. C'est-à-dire que bien souvent, les villageois, quand ils trouvaient cette petite statuette, ils l'emmenaient amoureusement dans leur église. Et à nouveau, magiquement, dans la nuit, la Vierge se carapatait et retournait là où on l'avait trouvée. Ce qui fait que les gens comprenaient que c'était vraiment en ce lieu-là, sacré, et ça veut dire qu'il y avait une énergie particulière en dessous, ou une eau qui jaillissait de la source spécifique, et qu'elle appartenait à ce lieu. Et donc, du coup, ils construisaient une chapelle pour elle en ce lieu. Et ça s'est passé comme ça un peu partout. Et moi, je pense que en fait, les personnes qui avaient continué à pratiquer leur rite païen et à honorer en fait le féminin divin, notamment celui des profondeurs, ont tenté le tout pour le tout en l'an 1000 et ressorti leur déesse, quitte à ce qu'elle soit priée sous le nom de Marie, pour que il y ait à nouveau une reliance à ces énergies-là. Hmm. Ah, j'avais jamais fait le lien en fait entre la Vierge noire et puis finalement, et oui, effectivement, l'énergie, le féminin de l'ombre en fait, tous ces archétypes de l'ombre, la castratrice, la harpie, la diablesse, tous ces archétypes de l'ombre, hein, de la sorcière, hein, ce qui fait peur quand même, qui Oui, jette qui des fait sorts. peur. Mais c'est aussi ce que les Anglais appellent la crone, C-R-O-N-E, c'est-à-dire c'est l'ancienne, c'est celle qui sait, Ah, c'est la puissance, c'est celle qui a accès au mystère. ah, Il n'y a pas que du négatif dans ces. Et d'ailleurs, ces Vierges noires, elles sont toujours dans des cryptes. Ou mhm, bien on reproduit une ambiance de grotte, tu vois, dans l'église. mhm. Et c'est pas pour rien. Ouais, c'était des voyageuses des mondes en fait, du monde visible au monde invisible, des chamans quoi. Exactement, c'est la C'était des chamane. chamans. C'était C'est des la chamane. chamans. Ah, super. Waouh. Je sais pas ce que ça vous fait, tout ce qui est raconté là, ces histoires de chamans, de crônes, de déesses, de toutes ces femmes. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Alors, qu'est-ce qu'on a? Super ce live, super. J'arrive pas à voir les autres commentaires. Peut-être que toi, tu y as accès. Si, Alors si, non, si. il faut que j'aille sur Facebook, c'est ça? Ouais, peut-être avec ton téléphone. C'est surtout d'installer cette croyance que sans un homme, on ne peut pas accéder aux richesses comme si le passage par eux était obligatoire. Ben oui. D'où le fait de faire le ménage hein, dans notre bassin et de pouvoir se pénétrer par notre propre lumière. Comment refaire, comment refaire, comment refaire définitivement cette emprise? Est-ce que ces histoires de femmes déesses peuvent nous aider à sortir de là aujourd'hui sans être dans des histoires de petites filles? Pour ma part, j'ai rejoint hier la saison 7 de Karine. Oh là là, premier acte fort pour moi. Oui, Bitsam, bonjour, j'ai vu effectivement. Mais en fait, l'invitation, c'est de venir à l'intérieur du bassin. Et c'est de venir éprouver cellulairement, en fait, tout ce que nous portons comme histoire, comme charge, comme blessure,
qui n'a pas pu exprimer du vivant de nos aïeux, mais qui n'a pas pu même être exprimé par nous-mêmes. Je repense encore à cette femme tout à l'heure que j'ai accompagnée, mais toute cette honte qui contaminait son corps de femme, c'était comme si en fait elle était calfeutrée derrière un égrégore fait des projections de honte de sa mère et de sa sœur. Donc c'est ça vraiment, c'est d'accepter en fait, de mettre notre conscience, de regarder, de repasser en fait par cette humanité, de repasser un peu par cet utérus, par cette union entre cet homme et cette femme qui se sont unis. C'est repasser par cette union-là pour renaître à la terre. Moi, je me considère maintenant comme étant une femme de la terre. Je suis plus une fille de ma mère. Je suis une femme de la terre. Je suis une fille de la terre. C'est une renaissance. Et pour renaître, on doit se détacher de l'addiction et comment dire, des mensonges qui ont été encloisonnés dans l'ADN de nos parents, voire de l'humanité entière. Parce que dans notre ADN, nous portons la mémoire de l'humanité entière, soyons très honnêtes. C'est pour ça que moi, ça me parle tellement, tout ce que tu me racontes, parce que nous portons dans cette fameux ADN dormant, nous avons tous les pouvoirs de la vulve originelle. Mhm. Bien sûr, quand on a toute cette puissance, tu vois, ça change là dans l'énergie, là je le sens. Là. Il y a des choses qui se mettent en place. Du fait de juste de dire qu'en fait nous portons l'humanité entière dans chaque cellule de peau, dans chaque cellule de cheveux, on a le patrimoine de l'humanité entière. Quand tu réfléchis, tu sais, à cette histoire où on prend conscience que toi, moi et les personnes qui nous écoutent, quand elle n'était qu'un petit ovule, donc avant la fusion avec effectivement un spermatozoïde. En tant qu'ovule, on a été présente dans les ovaires de nos mamans. Et cette maman a été présente dans l'utérus de sa maman et ainsi de suite, mais aussi en tant qu'ovule dans l'ovaire de sa mère. Et on remonte comme ça en fait. Donc tout être humain vivant en tant qu'ovule a séjourné dans les ovaires de toutes ses ascendantes. Et ce qui fait que quand tu y réfléchis au plan énergétique et au plan mémoire collective, on peut remonter jusqu'à la toute première des femmes. Ça en fait du lourd. Ça en fait du monde. Hein. Ça en fait du monde et ça en fait des blessures, mais ça en fait aussi des puissances parce que parmi ces ascendants, il y a ces femmes qui ont vécu ce que j'appelais tout à l'heure l'époque du Jardin d'Éden. Les 20 ou 30 000 ans de pleine puissance et de vie en harmonie avec le vivant. Et c'est ça que nous sommes en train d'activer toutes les deux dans cette réconciliation à la vulve, ce féminin sacré dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire à quoi ressemblerait finalement cette planète Terre, cette civilisation, si chaque femme de cette Terre, comment dire, réveiller cette conscience-là de la vulve originelle. Comment est-ce qu'on pourrait recréer ce monde à partir de cette puissance résiliée? Comment est-ce qu'on pourrait accueillir nos hommes? Comment on pourrait élever nos enfants? Comment on pourrait créer de l'argent, créer un business? Comment est-ce qu'on pourrait, je veux dire, être à nouveau en lien avec la Terre? Parce qu'on sait totalement, c'est être en lien avec la Terre, quoi. Et vivre avec le cycle de la Terre, pas à côté. Nous sommes gardiennes de la Terre. Ouais. Et si tu regardes bien, en fait, l'histoire des femmes est en miroir avec l'histoire de la planète Terre. C'est-à-dire que les patriarcats ont commencé à nous domestiquer en même temps qu'ils ont commencé à domestiquer les animaux, les végétaux, les énergies naturelles. Ce sont devenus des objets. Exactement. Et tout ce droit de propriété du masculin, du patriarcat sur le vivant, c'est la conséquence en fait de ce déséquilibre au détriment du féminin, parce que nous sommes par essence gardiennes de la terre et du vivant. Et aujourd'hui, en 2020, c'est aussi ça qu'on peut et doit incarner. Mais j'ai cette sensation quand même quelque part, voilà, je me dis que finalement, cette objetisation de la femme, entre guillemets, du sexe féminin, c'est une étape indispensable pour que nous puissions à nouveau reprendre un nouveau souffle. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir une nouvelle inspiration sur cette planète Terre, il a fallu en fait comme expirer. Tu vois. Quand tu vas au bout du souffle, quand tu es au bout du souffle, et là on est au bout du souffle.
C'est-à-dire qu'on était au bout du bout avec ce système patriarcal, mais on ne pourrait pas inspirer de la nouveauté si on n'avait pas été au bout d'un processus. C'est-à-dire que grâce à ce patriarcat aussi, nous allons pouvoir renaître différemment dans une alliance renouvelée. Je pense qu'honnêtement, ce qu'on est en train de vivre, cette alliance entre ce féminin et ce masculin, je pense qu'il n'a jamais été encore vécu comme il l'est actuellement. Même les hommes disent on est perdu, on ne sait plus. C'est comme si tout pouvait être réécrit avec des nouvelles bases, avec des nouvelles alliances, avec quand chacun est sujet, qu'est-ce qu'on peut créer quand chacun est sujet? Quelle co-création nous pouvons être ensemble quand chacun est sujet de son sexe, de sa puissance. Enfin, moi, c'est ce vers quoi j'aspire. Et pour moi, créer en étant sujet et être avec un homme sujet aussi, pour moi, c'est vraiment hyper important. Alors oui, il y a des attachements égotiques, parce que nous ne sommes que des êtres humains, mais ne soyons pas dupes. Soyons des sujets éveillés, enfin, où on s'éveille, on s'éveille. Moi, je suis en cours d'éveil. Je me réveille tous les matins, d'ailleurs. Ah oui, chaque journée est une aventure en soi. Voilà, je suis en cours d'éveil. Et l'aspiration, c'est ça. Comment est-ce que je peux m'éveiller encore plus à qui je suis et voir en l'autre, en fait, le miroir de mon propre éveil. Mhm. Tu vois, d'être dans ce couple-là, en fait, voilà, d'être dans ce couple à la fois intérieur et de pouvoir le voir se manifester dehors, en fait. Bon, il est quand même 13h15, hein, ça fait 3/4 d'heure qu'on est là et on pourrait discuter toute la journée. Hein. Probablement. Bon, dans tous les cas, je vais noter les coordonnées de ton livre, soit au-dessus, soit en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller découvrir l'œuvre de Adelise. Moi, je vous encourage vraiment à aller, vraiment, si vous ne savez pas quoi lire cet été, revenez sur la base d'où nous venons. Ces deux héroïnes-là qui vivent une initiation au féminin sacré, cette reliance à la terre, cette reliance à leur divinité profonde, et qu'on a besoin vraiment, nous, en tant que femmes, pour pouvoir mieux nous rencontrer, mieux partager avec les hommes, mieux être en paix et être en lien avec eux, et bien de faire la paix avec nous-mêmes, avec nos profondeurs. Voilà, ça sera peut-être. Tu veux clôturer, Adelise? Je te laisse clôturer. Oh, là, ce que tu viens de dire, en fait, c'est très, très beau. Moi, ça me, comment dire, hein, à chaque fois qu'on aborde ces sujets, ça se termine systématiquement par de l'espoir et pas des larmes sur toutes les souffrances passées. Et c'est ça, à chaque fois, qui me touche profondément. Les femmes sont dans ce désir-là, et les hommes aussi, dans ce désir-là, et ça me touche beaucoup. Ouais. Merci en tout cas Absolument. d'avoir accepté, Adelise, l'invitation. Je suis sûre que cet échange va vraiment contribuer, donner des élans à beaucoup de femmes et d'hommes. Hein, voilà, ne séparons pas les deux sexes, ne continuons pas à séparer les deux sexes pour plus de conscience, plus de vie et plus d'harmonie sur cette planète. Voilà, je t'embrasse et je Merci te à dis toi. Au merci. revoir. Ciao, ciao.